ne s'agit pas de sanctionner, il s'agit de faire réagir. De même, la question des allocations familiales. Quand une famille ne signale pas que son enfant ne va plus à l'école, est-ce que cette famille peut continuer à aller au bureau de la caisse d'allocation familiale pour percevoir les allocations comme s'il ne s'était rien passé? Je comprends parfaitement que tel ou tel mère de famille, notamment dans les familles monoparentales, soit dépassé. C'est si difficile d'élever des enfants. Mais je ne comprends pas qu'on ne le signale pas au chef d'établissement. Et quand la famille réagira, les allocations familiales qui ne lui auront pas été versées lui seront reversées quand l'enfant ira de nouveau à l'école. J'ajoute que nous ne pouvons plus tolérer le comportement de certains jeunes qui empêchent les autres d'étudier. Nous allons donc ouvrir à la rentrée prochaine une vingtaine d'établissements que j'appelle de réinsertion scolaire, qui disposeront d'un encadrement renforcé et adapté. Et je souhaite, avec les élus du département, en discutant avec eux, que l'on puisse en ouvrir un à Grenoble ou dans l'Isère, dans les meilleurs délais. Il s'agit, vous savez, de ces jeunes collégiens qui ont déjà été renvoyés 2 ou 3 fois des autres établissements, qu'on se repasse d'établissement en établissement parce qu'on ne sait plus quoi en faire, et qui empêchent les autres d'étudier et de vivre tranquillement. Ce n'est pas non plus une question de droite ou de gauche, c'est une question de bon sens. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on réagit? La menace de l'exclusion est une plaisanterie face à des collégiens ou des lycéens qui, de toute manière, ne vont plus à l'école. Nous devons nous poser les questions sans tabou, sans excès, c'est vrai, sans stigmatisation, sans amalgame, c'est vrai, mais sans faiblesse non plus. Ce qu'attendent de nous les Français, ce n'est pas que nous nous réfugions derrière une posture, à moi le grand cœur ou à moi le grand bâton. Non, il ne s'agit pas d'opposer ceux qui ont un cœur et ceux qui sont fermes. Il s'agit d'être à la hauteur des responsabilités que nous sont confiées les Français, qu'elles soient locales, départementales, régionales ou nationales, et de nous hisser au niveau de ces responsabilités. Le monde change. Beaucoup de nos jeunes ont changé. Des valeurs ont été détruites. Il nous faut adopter des réponses adaptées à la situation et pas décliner les uns comme les autres un catéchisme qui serait frappé par la plus grande inefficacité. J'ajoute que beaucoup de jeunes qui sortent de l'école à 16 ans n'ont aucune qualification et disparaissent totalement de la situation. Chacun d'entre eux, nous leur proposerons une formation ou un travail jusqu'à leur majorité, parce qu'on ne peut plus laisser les décrocheurs sortir de nos systèmes comme cela. Alors on me dit, mais vous allez faire un fichier. Oui, mais si on ne fait pas le fichier des jeunes qui sortent de l'école à 16 ans et qui disparaissent jusqu'à 18 ans, vous croyez que ça leur fait du bien de rester comme ça pendant 2 ans, sans rien? Il ne peut pas y avoir un seul de ces décrocheurs sans qu'il y ait une réponse adaptée. Enfin, il faut le reconnaître, et je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée, qui ont abouti à un échec de l'intégration. Nous sommes si fiers de notre système d'intégration. Peut-être faut-il se réveiller pour voir ce qu'il a produit. Il a marché. Il ne marche plus. Je ne me suis jamais laissé intimider par la pensée unique. Il est quand même invraisemblable que des jeunes gens de la 2e, voire de la 3e génération se sentent moins français que leurs parents ou que leurs grands-parents. Tous ici, vous pourriez en porter témoignage. Tous. Tous, vous avez des exemples. Pourquoi ne le dit-on pas? On a peur? Moi, ce n'est pas de faire le constat qui me fait peur. C'est la réalité. Nous n'avons pas le droit à la complaisance en la matière. Pour réussir ce processus d'intégration, il faut impérativement maîtriser le flux migratoire. Avec un taux de chômage des étrangers non communautaires qui a atteint 24% en 2009. Je ne reprendrai pas la célèbre phrase de Michel Rocard, dans laquelle je me retrouve, la France ne peut accueillir toute la misère du monde. Je dis simplement
c'est un constat lucide. Nous allons donc évaluer les droits et les prestations auxquels ont aujourd'hui accès les étrangers en situation irrégulière. Je ne parle pas des étrangers en situation régulière, qui ont naturellement le droit à des prestations, et ce serait un comble qu'il en soit autrement. Je parle des étrangers en situation irrégulière. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, une situation irrégulière ne peut conférer plus de droits qu'une situation régulière et légale. Là aussi, ce n'est pas une affaire d'opposition, de majorité, de gauche ou de droite, de président de la République ou de maire. Je demande à Éric Le Doiron, qui connaît bien le sujet en tant qu'ancien directeur de la PAF, de faire preuve d'une fermeté absolue dans la lutte contre l'immigration illégale. La règle générale est claire, les clandestins doivent être reconduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. Nous avons fait, depuis la loi Besson, de grands progrès pour les aires mis à leur disposition. Lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur en 2002, moins de 20% des aires de stationnement étaient prévues. J'ai fait le point avec le ministre. Aujourd'hui, plus de 60% des aires de stationnement légales sont prévues. Mais les Roms qui viendraient en France pour s'installer sur des emplacements légaux sont les bienvenus. Mais en tant que chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France? Qui peut l'accepter? J'ai vu que tel ou tel responsable politique disait « Mais pourquoi vous occupez de ça? Le problème ne se pose pas. » Il ne se pose pas pour un responsable politique dont le domicile ne se trouve pas à proximité d'un campement. Peut-être son opinion serait-il différente s'il était lui-même concerné. Eh bien, nous allons procéder d'ici fin septembre au démantèlement de l'ensemble des camps qui font l'objet d'une décision de justice. Et là où cette décision de justice n'a pas encore été prise, nous engagerons les démarches pour qu'elle intervienne le plus rapidement possible. Dans les 3 mois, la moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français. Je souhaite également que dès l'automne prochain, nous réformions la loi applicable à ce type de situation. La décision d'évacuer les campements sera prise sous la seule responsabilité des préfets et leur destruction interviendra par référé du tribunal de grande instance dans un délai bref. Nos compatriotes attendent que nous assumions nos responsabilités. Parallèlement, je souhaite que nous engagions une importante réforme pour améliorer la lutte contre l'immigration irrégulière. Chaque année, une dizaine de milliers de migrants en situation irrégulière, dont des Roms, repartent volontairement avec une aide de l'État. Et l'année suivante, après avoir quitté le territoire avec une aide de l'État, ils reviennent en toute illégalité pour demander une autre aide de l'État pour repartir. Cela s'appelle un abus du droit à la libre circulation. Enfin, la politique de la ville. Nous lui consacrons 15 milliards d'euros depuis 2005. 15 milliards d'euros. Ce sont des moyens considérables apportés par l'État, y compris en Isère. Mais nous sommes en droit d'attendre, en échange, le respect d'un certain nombre de règles. Les moyens ne sont pas tout. Il faut d'ailleurs que nous nous posions ensemble, élus comme ministres et présidents, le problème de l'attribution à certains quartiers. Ces aides doivent être attribuées aux quartiers qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, tous les quartiers les demandent. Il faut bien reconnaître les choses. Le zonage géographique n'est plus adapté à la situation. Autre chose, il n'y a pas d'évaluation. On refait des quartiers, on refait des immeubles, mais si on y met les mêmes personnes dans les mêmes conditions, qu'est-ce qu'on a changé?